Une infirmière chantait des berceuses à un garçon dans le coma chaque nuit, de douces chansons dans une langue dont elle se souvenait à peine de sa grand-mère. Ce qu'elle ignorait, c'est que son père, le roi des vampires, se tenait dans l'ombre chaque nuit, une loi ancienne lui interdisant de se révéler avant que l'enfant ne se réveille. Maintenant, les yeux du garçon se sont ouverts, et le roi doit choisir entre son trône et la femme, dont le chant a ramené son fils à la vie. Helena Marsh poussa les portes battantes du centre médical Sainte-Catherine à 5h47 du matin, sa blouse sentant l'antiseptique et le café amer du poste des infirmières, les épaules tendues par 12 heures de surveillance des signes vitaux, de changement de poche de perfusion et de persuasion des patients âgés durant les heures confuses avant l'aube. Le ciel avait cette teinte de gris particulière qui signifiait que le soleil songeait à se lever sans s'y être encore engagé, et le parking s'étendait, vide à l'exception de quelques voitures appartenant à l'équipe du matin et d'une berline noire garée au même endroit qu'elle occupait depuis des semaines, élégante et patiente, comme un souffle retenu. Helena la remarqua comme elle remarquait tout après des années de garde de nuit, les petites anomalies qui pouvaient signifier quelque chose ou rien du tout, mais elle était trop fatiguée pour s'en soucier, elle avait mal aux pieds, et tout ce qu'elle voulait, c'était son lit et 8 heures de silence. Elle déverrouilla sa Honda et jeta son sac sur le siège passager, puis s'arrêta. Quelque chose l'attira. Le même instinct qui la poussait à vérifier 2 fois les doses de médicaments et à écouter la qualité de la respiration d'un patient dans le noir. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Elle se retourna vers le bâtiment, vers le 4e étage où l'unité de soins intensifs brillait comme une capsule de lumière blanche suspendue dans le matin gris, et elle pensa à Gabriel. Le garçon avait été admis il y a 6 mois, un mardi soir, âgé de 7 ans et petit pour son âge, son dossier mentionnant un traumatisme véhiculaire, un hématome sous-dural et un pronostic qui devenait plus sombre chaque semaine. Aucune famille ne s'était manifestée. Personne ne lui rendait visite. Les factures étaient payées par virement bancaire depuis un compte sans nom, et l'assistante sociale avait cessé de poser des questions au bout du 3e mois, car l'argent continuait d'arriver, le lit était nécessaire, et parfois des enfants passaient à travers les mailles du filet que personne ne voulait regarder de trop près. Helena avait commencé à chanter pour lui il y a 3 mois, après qu'un orage d'été eût éclaté et que son rythme cardiaque eût grimpé à des niveaux dangereux, les moniteurs hurlant jusqu'à ce qu'elle entre et le trouvent toujours inconscient mais visiblement en détresse, ses petites mains agrippées au drap. Elle avait chanté sans réfléchir, une des berceuses que sa grand-mère fredonnait en cuisinant. De vieux mots occitans dont elle se souvenait à peine et qu'elle ne comprenait pas, juste des sons, une mélodie et le souvenir d'être petite et en sécurité. Les moniteurs s'étaient calmés. Les mains de Gabrielle s'étaient décrispées. Après cela, elle lui chanta chaque nuit pendant ses rondes, assez doucement pour que personne d'autre ne puisse l'entendre, et elle se disait que c'était pour les signes vitaux, pour les données, car les infirmières travaillent avec des preuves et des résultats, pas des miracles. Cette nuit, ses doigts avaient bougé. Pas une contraction ou un spasme, mais un frémissement délibéré, comme s'il cherchait à attraper quelque chose dans un rêve. Helena s'était figée au milieu d'un couplet, sa main planant au-dessus de son poignet, et avait observé ses paupières bouger sous leur voile clos, puis plus rien. Le calme à nouveau. Mais c'était quelque chose. Elle le savait de la même manière qu'elle connaissait la différence entre le sommeil et l'inconscience, entre un corps au repos et un corps en lutte. Elle aurait dû le consigner. Elle aurait dû appeler le neurologue. Au lieu de cela, elle avait terminé son service, marché jusqu'à sa voiture, et maintenant elle revenait sur ses pas parce que l'attraction était trop forte et qu'elle avait besoin de le voir une dernière fois avant de partir.
L'unité de soins intensifs était plus calme au changement de service, les infirmières de nuit rassemblant leurs affaires et celles de jour examinant les dossiers, et personne ne l'arrêta, alors qu'elle descendait le couloir jusqu'à la chambre de Gabriel tout au bout, isolée parce que son cas était compliqué, la situation de l'assurance délicate, et qu'il était parfois plus facile de garder certains patients hors de vue. Elle poussa la porte. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lueur des moniteurs et la pâle lumière de l'aube filtrant par la fenêtre. Gabriel gisait immobile, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme régulier depuis que le respirateur avait été retiré il y a 2 mois, une victoire si petite qu'elle comptait à peine. Et il y avait un homme debout près de la fenêtre, grand, pâle, parfaitement immobile. Il ne se retourna pas quand elle entra, mais ses épaules se tendirent d'une manière qui indiquait qu'il savait qu'elle était là. La première pensée d'Helena fut la sécurité de l'hôpital, mais il ne portait pas d'uniforme. Sa deuxième pensée fut un intrus, mais sa main ne chercha pas le bouton d'alarme. Elle resta dans l'embrasure de la porte et l'observa, notant la coupe coûteuse de son manteau, la façon dont ses mains étaient plaquées contre le cadre de la fenêtre, comme s'il se retenait de quelque chose, l'immobilité absolue de sa posture. Il ressemblait à quelqu'un qui avait été sculpté dans la pierre, puis à qui on avait appris à respirer. Les lumières fluorescentes au-dessus d'eux baissèrent légèrement d'intensité, un scintillement qui n'aurait pas dû se produire dans un hôpital équipé de générateurs de secours. Les moniteurs autour du lit de Gabriel bipèrent une fois, 2 fois, puis se stabilisèrent à un rythme qui était en quelque sorte plus régulier qu'auparavant. Helena entra dans la pièce et laissa la porte se refermer derrière elle. L'homme parla sans se retourner. Sa voix était basse et prudente, chaque mot placé comme une pièce d'échec. Vous avez chanté les vieilles chansons, celles de Provence, d'avant que les frontières ne soient tracées. L'épuisement d'Helena s'évapora. Elle se déplaça sur le côté, s'inclinant pour pouvoir voir son profil, et c'est alors qu'elle remarqua la fenêtre derrière lui. La vitre reflétait la pièce, le lit, les moniteurs, son propre visage fatigué. Elle ne le reflétait pas, lui. Ma grand-mère venait d'un village près de Toulouse, dit Helena, sa voix stable car la panique était un luxe dont elle s'était déshabituée il y a des années. Comment savez-vous cela? L'homme se tourna enfin, et elle vit son visage, des traits fins, des yeux sombres qui ne captaient pas la lumière comme le font les yeux humains, une peau si pâle qu'on aurait dit qu'il n'avait jamais vu le soleil. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il les abaissait du cadre de la fenêtre, et quand il regarda Gabriel, le tremblement s'aggrava. Parce que ces chansons sont un rituel de protection, dit-il, et vous l'avez jeté sur mon fils chaque nuit sans savoir ce que vous faisiez. L'esprit d'Helena passa en revue les réponses possibles et les rejeta. Les questions logiques, les questions colériques, celles conçues pour gagner du temps pendant qu'elle essayait de déterminer si elle était en danger. Elle regarda Gabriel, le léger soulèvement et abaissement de sa poitrine, puis se tourna vers l'homme qui prétendait être son père. L'homme qui ne projetait aucun reflet. L'homme dont la présence faisait baisser les lumières et stabiliser les moniteurs. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « Lucien. Juste Lucien. » Et Gabriel se réveille grâce à moi, grâce aux chansons. Lucien hocha la tête une fois, un petit mouvement sec. Le rituel est ancien, plus ancien que les langues que nous parlons maintenant. Votre grand-mère a dû connaître quelqu'un, l'apprendre de quelqu'un qui s'en souvenait. Il lie la présence d'un protecteur à un enfant, même à travers les barrières, même à travers le verre, les murs et les lois qui disent que je ne peux entrer sans invitation. « Vous étiez dehors, » dit Helena, ce n'était pas tout à fait une question. Chaque nuit, sur le parking, la berline noire. La mâchoire de Lucien se contracta. Chaque nuit pendant 6 mois, à regarder, à attendre, à espérer. Helena sentit le poids de cette image s'abattre sur elle, l'image de cet homme debout sur un parking sous la pluie, la chaleur et le froid.
observant une fenêtre parce qu'il ne pouvait pas franchir un seuil, et elle ne comprenait pas, mais elle en reconnaissait la forme, le désespoir, celui qui ne fait pas de bruit. « Pourquoi ne pouviez-vous pas entrer ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ne pouviez-vous pas simplement lui rendre visite comme n'importe quel autre père ?» Lucien la regarda alors pleinement, et le poids de son attention était une chose physique, lourde et ancienne. « Parce que je ne suis pas n'importe quel autre père, » dit-il, « et il y a des lois plus anciennes que votre pays, plus anciennes que votre médecine, qui disent que je ne peux entrer dans un espace où mon fils dort que si j'y suis invité par quelqu'un qui y a sa place. J'ai attendu qu'il se réveille. J'ai attendu que quelqu'un le voie vraiment, et choisisse de l'aider. Vous étiez la seule à chanter. » Les moniteurs bipèrent, les lumières se stabilisèrent. L'esprit d'Helena catalogua les impossibilités et les mit de côté, car des choses impossibles se produisaient dans les hôpitaux chaque nuit, des corps qui auraient dû mourir et ne le faisaient pas, des patients qui se réveillaient en parlant des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, le mystère tenace de la conscience revenant à une chair que tout le monde avait condamnée. Elle regarda Lucien et vit la peur qu'il essayait de cacher, la façon dont ses mains tremblaient quand il jetait un coup d'œil à Gabriel, et elle prit une décision. « Si vous êtes son père, dit-elle, alors vous devriez être ici quand il se réveillera. Dites-moi comment aider. » Lucien la fixa. Quelque chose changea dans son expression, une fissure dans la pierre. Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, il bougea. Pas marcher, juste bouger, un mouvement si rapide que ses yeux ne purent le suivre, et il avait disparu. La porte ne s'était pas ouverte. La fenêtre était toujours fermée. Il avait simplement cessé d'être là. Helena se tenait seule dans la pièce avec Gabriel, les moniteurs qui bipaient et l'odeur d'antiseptique. Sur le rebord de la fenêtre, là où la main de Lucien s'était reposée, se trouvait une petite carte blanche. Elle la ramassa. Pas de nom. Juste une adresse dans le vieux quartier des entrepôts du centre-ville et une heure écrite d'une encre noire précise. Minuit demain. Helena retourna la carte. Vierge. Elle regarda Gabriel. Ses doigts bougèrent de nouveau, juste légèrement, se recroquevillant vers sa paume. Elle tendit la main et toucha la sienne, et sa peau était chaude. « Reviens, » murmura-t-elle, ne sachant pas si elle parlait à Gabriel ou à l'homme qui avait disparu comme de la fumée. « Reviens, et je chanterai pour toi. » Elle glissa la carte dans sa poche et quitta la pièce, passant devant le poste des infirmières où l'équipe de jour s'installait, devant la machine à café et les ascenseurs, sortant sur le parking où le soleil se levait enfin et où la berline noire avait disparu. Sa voiture était seule dans la lumière grise. Helena monta, démarra le moteur et rentra chez elle avec la carte lui brûlant la poche, la petite main de Gabriel chaude dans son souvenir et la certitude que quelque chose avait changé, qu'un seuil avait été franchi et que minuit demain allait tout changer. Helena se tenait devant l'adresse à 11h58, son souffle formant de la buée dans l'air d'octobre, levant les yeux vers un bâtiment qui ne correspondait pas à ce à quoi elle s'attendait. Pas un entrepôt. Un vieil hôtel, une de ces reliques de l'âge d'or avec des façades en calcaire et des fenêtres étroites, converties en appartements privés pour des gens qui privilégiaient la discrétion à la superficie. La rue était vide. Pas de voitures, pas de piétons, juste le bourdonnement lointain de la circulation de l'avenue principale et la lueur jaune des lampadaires se reflétant sur le pavé humide. Elle avait passé la journée sans dormir, assise à sa table de cuisine avec la carte blanche devant elle, buvant du café et se disant qu'elle n'irait pas. Puis elle avait cherché l'adresse en ligne et n'avait rien trouvé, aucune inscription commerciale, aucun historique de location, juste un acte de propriété de 1923 et une photo granuleuse du hall. Puis elle avait pensé aux doigts de Gabriel qui bougeaient, aux mains de Lucien qui tremblaient, à la berline noire qui avait été une vigile silencieuse pendant 6 mois. À 11h30, elle avait enfilé un jean et un pull,
laissé un mot pour sa sœur disant qu'elle rentrerait tard, et était partie en voiture pour le centre-ville avec la carte sur le siège passager. Maintenant, elle était là. La porte était déverrouillée. Elle la poussa et entra dans un hall qui sentait le bois ancien et le poli au citron. Un espace trop propre pour être abandonné, mais trop silencieux pour être habité. Un unique ascenseur au fond, ses portes en laiton reflétant son mouvement. Elle appuya sur le bouton. L'ascenseur monta sans bruit, s'arrêtant au 4e étage. Les portes s'ouvrirent sur un couloir avec une seule porte au bout, déjà entr'ouverte. Une lumière douce filtrait par l'interstice. Elena avança, ses pas étouffés par une moquette qui semblait chère sous ses chaussures, et poussa la porte plus largement. Le salon était plus petit qu'elle ne l'avait imaginé, meublé avec le genre d'antiquités qui ont l'air inconfortables, mais coûtent probablement plus cher que sa voiture. Des panneaux de bois sombre sur les murs, des rideaux de velours tirés sur de hautes fenêtres, un jeu d'échecs sur une table d'appoint, les pièces sculptées dans quelque chose qui aurait pu être de l'ivoire ou de l'os. Une seule lampe brûlait sur un bureau dans le coin, projetant une lumière chaude qui n'atteignait pas tout à fait les bords de la pièce. Lucien se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, portant le même manteau sombre qu'à l'hôpital. Il se tourna quand elle entra. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit-il, en désignant une chaise près du bureau. Il y a du thé si vous le souhaitez. » Elena jeta un coup d'œil au service à thé sur un plateau d'argent, aux tasses délicates et à la théière d'où s'échappait une légère vapeur. Elle s'assit, mais ne toucha pas au thé. Lucien resta debout, les mains derrière le dos, et elle remarqua qu'il ne s'approchait pas non plus du plateau. « Vous n'en buvez pas, dit-elle. Ce n'était pas une question. Non, dit Lucien. Mais le geste compte. L'hospitalité est plus ancienne que la faim. Elena se pencha en arrière dans la chaise et le regarda. La lumière attrapait son visage différemment ici qu'à l'hôpital, aiguisant les angles, le faisant ressembler moins à un homme qu'à quelque chose sculpté pour lui ressembler. « Vous avez dit que Gabriel est votre fils, dit-elle. Commencez par là. Dites-moi comment un vampire a un enfant humain. » Lucien se dirigea vers le bureau et ouvrit un tiroir, en sortant un dossier épais de papier. Il le posa devant elle. À l'intérieur se trouvaient des dossiers médicaux, des certificats de naissance, des photographies. Elena les feuilleta lentement, son œil d'infirmière cataloguant les détails. Le visage d'une femme, aux cheveux sombres et souriante, tenant un nouveau-né. Des bracelets d'hôpital, des carnets de vaccination. Un certificat de décès daté d'il y a 7 ans, la cause du décès étant une hémorragie postpartum. Elle s'appelait Claire, dit doucement Lucien. Nous nous sommes rencontrés à un vernissage. Elle était historienne de l'art. Elle a su ce que j'étais en 1 mois et s'en fichait. Nous avons eu 2 ans ensemble avant qu'elle ne tombe enceinte. Elena leva les yeux. Les vampires peuvent avoir des enfants? Rarement, dit Lucien. Cela nécessite des conditions spécifiques, une compatibilité de lignée, et même alors les chances sont minces. Claire voulait essayer. Elle connaissait les risques. Elle les a choisis. Et elle en est morte, dit Elena. La mâchoire de Lucien se contracta. Elle est morte parce que l'accouchement est dangereux même avec la médecine moderne, et parce que je ne pouvais pas lui donner mon sang pour la guérir sans transformer l'enfant en autre chose. Elle m'a fait promettre de ne pas le faire. Alors je l'ai regardé saigner, et j'ai tenu Gabriel, et j'ai tenu ma promesse. Elena posa le dossier. Pourquoi est-il à l'hôpital? Pourquoi a-t-il été empoisonné? Lucien retourna à la fenêtre, son reflet absent dans le verre sombre. Il y a 7 cours de vampires en Amérique du Nord, dit-il. Je gouverne la côte Est. La cour de Thornhill contrôle le Midwest. Nous sommes en négociation territoriale depuis 3 décennies. La lignée de Claire remontait aux anciens médiateurs, des humains qui pouvaient négocier des trêves entre les nôtres, qui portaient un marqueur génétique les rendant résistants à la contrainte et à la persuasion. Gabriel en a hérité.
Si Thornhill obtient sa garde, ils obtiennent un avantage sur chaque traité que j'ai signé. Helena sentit les pièces se mettre en place. Ils l'ont empoisonné. Lucienne hocha la tête. Il y a 6 mois. Un agent de Thornhill se faisant passer pour un neurologue pédiatrique a prescrit ce qui ressemblait à des médicaments anti-épileptiques. Des composés à base d'argent, à action lente, conçus pour induire le coma sans toxicité évidente. Le temps que je réalise ce qui s'était passé, Gabriel ne répondait plus, et le pacte était déjà en vigueur. Expliquez le pacte, dit Helena. Lucien se détourna de la fenêtre. Le pacte de divulgation est la loi la plus ancienne que nous ayons. Il interdit aux vampires de se révéler aux humains qui entrent dans nos espaces, à moins que ces humains ne viennent sur invitation ou convocation formelle. Il nous empêche de chasser sur nos propres territoires, d'utiliser nos maisons comme des pièges. Quand Gabriel a été hospitalisé, l'unité de soins intensifs est devenue un espace protégé. Je ne pouvais pas y entrer sans être invité par quelqu'un qui y avait sa place, un humain qui avait autorité dans cet espace. Si j'avais enfreint la règle, Thornhill aurait pu prétendre que je violais les droits humains de Gabriel, que j'utilisais la contrainte ou la coercition. Ils auraient pu le saisir sous une garde contestée et je n'aurais eu aucun recours légal. Alors vous avez regardé depuis le parking, dit Helena. Pendant 6 mois. Chaque nuit, dit Lucien, attendant qu'il se réveille, attendant que quelqu'un le voie comme plus qu'un numéro de patient. Helena pensa à cela, au poids de se tenir sur un parking sous la pluie, la neige et la chaleur de l'été, à regarder une fenêtre et à espérer. Pourquoi n'avez-vous pas engagé quelqu'un pour chanter? Demanda-t-elle. Pourquoi n'avez-vous pas dit à quelqu'un quoi faire? Parce que je ne savais pas que ça marcherait, dit Lucien. Les chants de protection sont rares, presque oubliés. J'ai reconnu la mélodie quand je l'ai entendue à travers la fenêtre, mais je ne savais pas si vous la chantiez intentionnellement ou par accident. Si j'étais intervenue, si j'avais essayé de vous donner des instructions, cela aurait pu briser le rituel. Alors j'ai attendu, et ça a marché. Helena prit la tasse de thé, sentit la chaleur contre ses paumes, la reposa sans boire. « Vous voulez que je témoigne à une audience du conseil, dit-elle. Pour dire que Gabriel a réagi à moi, qu'un lien s'est formé, que vous ne m'avez ni contrainte ni forcée. »« Oui, dit Lucien, dans 3 nuits. Si vous refusez, Thornhill réclamera Gabriel comme pupille de leur maison, arguant qu'il n'a pas de lien humain réactif, que son père est un gardien inapte et que la lignée de sa mère fait de lui un atout stratégique nécessitant une garde neutre. Ils effaceront son héritage humain et l'élèveront comme un outil politique. Et si je témoigne, dit Helena, je deviens une cible. Lucien la regarda dans les yeux. Oui? Helena se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville floues à travers la vitre. Elle pensait à la petite main de Gabriel, à la façon dont ses doigts avaient bougé, au fait qu'elle lui avait chanté parce que cela lui semblait juste. Et maintenant ce choix l'avait entraînée dans quelque chose de vaste, d'ancien et de dangereux. Prouvez-le, dit-elle sans se retourner. Prouvez que vous êtes ce que vous dites être. Derrière elle, elle entendit le tiroir s'ouvrir à nouveau. Quand elle se retourna, Lucien tenait un coupe-papier en argent, orné et tranchant. Il le posa sur le bureau entre eux. Helena le regarda le prendre à main nue. La peau de sa paume se mit à fumer immédiatement, une fine volute grise s'élevant dans l'air. L'odeur de chair brûlée emplit la pièce. Des cloques se formèrent, sombres et humides, se propageant sur ses doigts. Lucien tint le coupe-papier pendant 3 secondes, le visage complètement impassible, puis le reposa. Les brûlures guérissaient déjà, la peau boursouflée se resserrant, une nouvelle chair poussant sur les dommages. En 10 secondes, sa main était intacte. Helena avait déjà vu des brûlures, les avait traitées, savait combien de temps elles mettaient à guérir. Elle regarda la paume restaurée de Lucien, puis son visage. « Si vous êtes si puissant, dit-elle, pourquoi avez-vous besoin de moi? »
Parce que le conseil respecte plus le témoignage humain que les affirmations des vampires, dit Lucien. Vous êtes un témoin neutre. Je suis un père désespéré. Ils vous croiront parce que vous n'avez aucune raison de mentir pour moi. Je ne peux pas vous contraindre à témoigner. Je ne peux que vous le demander. Elena était sur le point de répondre quand quelqu'un frappa à la porte. 3 coups secs, trop forts, délibérés. Tout le corps de Lucien se tendit. La porte s'ouvrit avant que l'un ou l'autre ait pu bouger, et une femme entra. Elle était grande et élégamment vêtue, ses cheveux tirés en un chignon sévère, son manteau taillé et coûteux. 2 hommes en costume sombre la suivirent, se positionnant de chaque côté de la porte. La femme sourit à Helena, ignorant complètement Lucien. « Mademoiselle Marsh, dit-elle, je suis Isabelle Thornhill. Je m'excuse pour l'intrusion, mais je voulais vous parler avant que vous ne preniez de décision hâtive. » Lucien fit un demi-pas en avant, puis s'arrêta. Sa retenue était visible, un fil tendu, ses mains serrées à ses côtés. Isabelle se dirigea vers le bureau et prit la tasse de thé qu'Helena avait touchée, la tournant dans ses mains, comme si elle examinait la porcelaine. « Vous avez déjà tant fait pour l'enfant, » dit Isabelle, sa voix agréable et chaleureuse. « De longues heures, un travail difficile, tout ce labeur émotionnel. Vous ne voulez sûrement pas en faire plus. Les infirmières guérissent. Elles ne déclenchent pas de guerre. » Helena resta très immobile, son esprit tournant à toute vitesse. Isabelle reposa la tasse de thé et plongea la main dans son manteau en sortant une enveloppe pliée. « À l'intérieur se trouve une offre de règlement, » dit Isabelle. 50 000 $ en échange d'une simple déclaration. Vous direz que Gabriel n'a montré aucun comportement réactif, qu'aucun lien ne s'est formé, que vous n'avez aucun intérêt dans sa garde. Vous signerez, rentrerez chez vous et oublierez que vous avez été impliqué. Helena prit l'enveloppe, sans l'ouvrir. Isabelle sourit plus largement. Pensez-y, dit-elle. Vous avez de la famille. Une sœur, une nièce. Il serait regrettable qu'elle soit entraînée dans cette affaire. Elle se tourna et se dirigea vers la porte, les 2 hommes la suivant. Avant de partir, elle jeta un regard en arrière à Lucien. « Votre fils appartient au peuple de sa mère, » dit-elle. « Vous n'étiez que le vecteur. » Puis elle fut partie. La porte se referma. La pièce sembla plus froide. Lucien se tenait près de la fenêtre, ses mains tremblant de nouveau. Et Helena réalisa qu'il n'avait pas dit un seul mot pendant qu'Isabelle était là. Elle baissa les yeux sur l'enveloppe dans sa main, puis la glissa dans la poche de son manteau. « Je dois rentrer chez moi, » dit-elle. Lucien hocha la tête. « L'audience a lieu dans 3 nuits. 22 heures. J'enverrai une voiture. » Helena se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Pourquoi une cour de vampires se soucie-t-elle du droit de la garde ?» demanda-t-elle. « Parce que nous sommes liés par la loi plus que les humains ne l'ont jamais été, » dit Lucien. « Enfreignez-la, et nous perdons tout. Thornhill veut Gabriel parce que la lignée de sa mère remontait aux anciens médiateurs, des humains qui pouvaient négocier des trêves. S'il le contrôle, il contrôle le prochain siècle de traités. » Helena absorba cela, le poids de cette révélation, puis partit. L'ascenseur descendit en silence. Elle marcha jusqu'à sa voiture, rentra chez elle par des rues vides, et quand elle arriva à son appartement, elle accrocha son manteau et trouva l'enveloppe qu'Isabelle avait mentionnée. Mais ce n'était pas l'offre de règlement. C'était une seconde enveloppe, plus petite, glissée dans sa poche. À l'intérieur se trouvaient des photographies, son immeuble, la maison de sa sœur, l'école de sa nièce, différents angles, différents moments de la journée. Pas de mots. Juste les images. Helena s'assit à sa table de cuisine et étala les photos, ses mains stables, son esprit clair. Elle pensa à la main de Gabriel qui bougeait, à la paume de Lucien qui guérissait, au sourire d'Isabelle. Elle pensa au fait qu'elle avait déjà choisi, au moment où elle était entrée dans ce salon, et que tout ce qui avait suivi n'était qu'une confirmation. 3 nuits. Helena rassembla les photos,
les remit dans l'enveloppe et la posa à côté de la carte blanche avec l'adresse. Puis elle se versa un verre d'eau, le but debout près de l'évier, et commença à faire des plans. Helena entra à Sainte-Catherine à 6h45 du soir, son service commençant plus tôt que d'habitude, car 2 infirmières s'étaient déclarées malades et l'unité de soins intensifs manquait de personnel. Elle avait passé la journée à essayer de dormir sans y parvenir, allongée dans son lit, les yeux fermés, son esprit parcourant des scénarios, le sourire d'Isabelle, la paume brûlée de Lucien et les photographies de l'école de sa nièce. Elle s'était finalement levée à 3 heures, avait préparé un café qu'elle n'avait pas bu, et s'était assise à sa table de cuisine à regarder dans le vide jusqu'à ce qu'il soit temps de partir. Maintenant, elle poussait les portes battantes et saluait d'un signe de tête l'infirmière en chef, attrapait sa feuille d'affectation et parcourait les numéros de chambre. Gabrielle était toujours sur la liste. Chambre 414, toujours en soins intensifs. Elle s'y attendait, mais quelque chose dans sa poitrine se desserra néanmoins. La confirmation qu'il était toujours là, qu'il respirait toujours, qu'il était toujours sous sa surveillance. Elle laissa son sac dans son casier, enfila une blouse propre et suivit la routine de la relève avec l'équipe sortante, recevant le rapport sur ses patients, la litanie habituelle des signes vitaux, des médicaments et des notes. Quand elle arriva enfin dans la chambre de Gabrielle, il était 7h30 et le soleil se couchait à travers la fenêtre, projetant une longue lumière orange sur le lit. Gabrielle était réveillée. Pas seulement les yeux ouverts, mais vraiment réveillée, sa tête tournée vers la fenêtre, ses petites mains posées sur la couverture au lieu d'être recroquevillées en dessous. Helena s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Son souffle se coupa. Elle avait déjà vu des patients se réveiller d'un coma, avait observé la lente remontée à la surface, la confusion, les regards vides qui mettaient des jours à s'aiguiser en conscience. C'était différent. Gabriel était présent. Ses yeux la suivirent quand elle bougea, et il cligna lentement, délibérément. Elle s'approcha de son lit et vérifia les moniteurs par habitude, notant son rythme cardiaque et ses niveaux d'oxygène. Tout était stable. Tout était normal. Puis elle le regarda et le trouva en train de la regarder en retour. « Salut, mon grand, » dit-elle doucement. « Sais-tu où tu es? » Les lèvres de Gabriel bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Sa gorge devait être sèche, sa voix inutilisée depuis des mois. Helena attrapa le gobelet d'eau avec la paille, le porta à ses lèvres et le laissa prendre une petite gorgée. Il déglutit avec précaution et essaya de nouveau. « Hôpital, » murmura-t-il. Sa voix était fine et rauque, à peine audible. « C'est ça, » dit Helena. « Tu as été malade pendant un moment. Mais tu vas mieux. » Les yeux de Gabriel se déplacèrent au-delà d'elle, vers la fenêtre, puis revinrent sur son visage. « Tu as chanté, » dit-il. « Toutes les nuits, tu as chanté les chansons. » Helena sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Oui, » dit-elle. « Je l'ai fait. Tu les aimais bien. » Gabriel hocha la tête, un minuscule mouvement. Puis ses yeux s'emplirent de larmes, qui débordèrent, et son menton trembla. « Papa, » dit-il. « Où est papa? » La question la frappa comme un coup physique. Helena tira une chaise et s'assit à côté du lit, prenant doucement la main de Gabriel. Elle pouvait sentir à quel point il était fragile, si petit, 7 ans et à peine là. « Ton papa a été ici, » dit-elle. « Il a veillé sur toi tout ce temps. Il ne pouvait pas entrer, mais il était toujours proche. » Les larmes de Gabriel continuaient de couler. « Il a promis qu'il ne partirait pas, » dit-il. « Il a promis. »« Il n'est pas parti, » dit fermement Helena. « Il a tenu sa promesse. Et il va venir te voir très bientôt. Je vais m'en assurer. » Elle resta avec Gabriel encore 10 minutes, parlant doucement, le laissant pleurer, ajustant ses oreillers et vérifiant son site de perfusion. Quand elle sortit dans le couloir, ses mains tremblaient.
Elle passa devant le poste des infirmières jusqu'aux toilettes du personnel, s'y enferma et sortit son téléphone. Le numéro sur la carte de Lucien n'avait pas de nom associé. Elle le composa quand même. Il sonna une fois. La voix de Lucien se fit entendre immédiatement, contrôlée et alerte. Elena. Gabriel est réveillé, dit-elle. Il te réclame. Tu dois venir maintenant. Il y eut une pause, un silence si complet qu'elle pouvait entendre son propre rythme cardiaque. Je ne peux pas entrer sans invitation, dit finalement Lucienne. Tu le sais. Alors je t'invite, dit Elena. Maintenant, je suis membre du personnel. J'ai autorité dans cet espace. Viens à l'unité de soins intensifs. Chambre 414. Je t'y rejoindrai. Une autre pause. Si je viens, si on me voit, ça change tout. Je sais, dit Elena. Viens quand même. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre et quitta les toilettes. Ses mains étaient plus stables maintenant, son esprit clair. Elle retourna dans la chambre de Gabriel et s'assit avec lui tenant la main, lui racontant des histoires de rien, de l'hôpital, de la ville dehors, de tout ce qui pouvait le calmer. 20 minutes plus tard, elle entendit des pas dans le couloir, le son distinct de quelqu'un qui se déplaçait avec détermination. Elle se leva et alla à la porte. Lucien marchait vers elle, son manteau boutonné, son visage un masque de contrôle. Derrière lui, plus loin dans le couloir, un agent de sécurité se tenait près des ascenseurs, sa posture décontractée, mais son attention concentrée. Elena le remarqua comme elle remarquait tout, le classa et se retourna vers Lucien. Il s'arrêta juste devant la porte. Ses yeux passèrent au-delà d'elle, vers Gabriel, et elle vit la fissure dans son sang-froid, la façon dont son souffle se coupa. « Entre, » dit clairement Elena. « Tu es invité. Franchise le seuil. » Lucien la regarda, quelque chose d'illisible dans son expression. Puis il s'avança. Au moment où il entra dans la pièce, les lumières du plafond s'intensifièrent. Une brève poussée de blanc trop vif qui fit cligner des yeux Elena. Puis elles se stabilisèrent, revenant à la normale. Les moniteurs autour du lit de Gabriel bipèrent une fois à l'unisson, une étrange synchronisation, puis retournèrent à leurs rythmes individuels. Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent. « Papa » souffla-t-il. Lucien traversa la pièce dans un mouvement trop rapide pour être suivi, s'agenouillant à côté du lit, ses mains se tendant vers celles, petites, de Gabriel. Il les tint avec précaution, comme s'il craignait qu'elles ne se brisent, et Gabriel se remit à pleurer, plus fort cette fois, mais avec soulagement plutôt que peur. « Tu es resté, » dit Gabriel entre deux sanglots. « Tu n'es pas parti. J'ai toujours été là, » dit Lucien, sa voix se brisant sur les mots. « Chaque nuit. J'ai regardé ta fenêtre. Je ne suis jamais parti. » Gabriel essaya de s'asseoir et Lucien l'aida, soutenant son dos, puis Gabriel se pencha contre la poitrine de son père, pleurant dans son manteau. Les bras de Lucien s'enroulèrent autour de lui, prudents et protecteurs, et ses yeux se fermèrent. Pendant 30 secondes, le contrôle soigneux qu'il portait comme une armure se brisa complètement. Elena vit ses épaules trembler, le vit presser son visage contre les cheveux de Gabriel, vit le chagrin brut et le soulagement qu'il avait retenu pendant 6 mois. Elle détourna le regard, leur laissant leur intimité, et c'est alors qu'elle remarqua l'agent de sécurité. Il se tenait maintenant dans le couloir, plus proche qu'auparavant, son téléphone tenu à un angle qui pointait vers la pièce, vers la fenêtre, vers l'endroit où Lucien était agenouillé avec Gabriel, le verre derrière eux reflétant le lit, les moniteurs, la propre silhouette d'Elena dans l'embrasure de la porte, reflétant tout sauf Lucien. L'estomac d'Elena se noua. Elle se dirigea vers l'agent, mais il s'éloignait déjà, le téléphone dans la poche, disparaissant au coin du couloir vers les ascenseurs. Elle resta dans l'embrasure de la porte, l'esprit en ébullition, et sut avec une certitude absolue qu'elle venait de commettre une terrible erreur. Derrière elle,
Lucien murmurait à Gabrielle dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas, basse et douce. Gabrielle était plus calme maintenant, sa respiration se régularisant, ses petites mains agrippant le manteau de son père. Elena se retourna vers eux. « Nous devons parler, dit-elle doucement. Lucien leva les yeux. Il avait retrouvé son sang-froid, mais elle pouvait en voir les bords, les fissures encore apparentes. Il jeta un coup d'œil au-delà d'elle, vers le couloir vide, et la compréhension traversa son visage. Il embrassa le front de Gabrielle et se leva lentement. « Je reviens tout de suite, » dit-il à son fils. « Je ne vais pas loin. » Gabrielle hocha la tête, épuisée mais paisible, et se rallongea sur les oreillers. Lucien suivit Elena dans le couloir. Ils se dirigèrent vers une salle de consultation vide au bout du couloir, et elle ferma la porte. « Qu'est-ce que je viens de faire ?» demanda Elena. Lucien se tenait le dos au mur, les mains derrière lui, et elle réalisa qu'il se maintenait à nouveau en place, se forçant à l'immobilité. « Tu m'as rendu mon fils, » dit-il, « et tu as donné à Thornhill la preuve dont ils avaient besoin pour forcer une décision. » « L'agent de sécurité, » dit Elena. « Il filmait. » Lucien hocha la tête. « Il a capturé mon reflet. » « Où son absence? C'est la preuve d'une violation du pacte. Je suis entrée dans un espace protégé et ma nature a été révélée à une surveillance. Le conseil devra réagir. »« À quelle vitesse? » demanda Elena. Lucien sortit son téléphone, le vérifia et sa mâchoire se contracta. « Il y a déjà un message. Session d'urgence convoquée pour demain soir, 20 heures. L'audience devait avoir lieu dans 3 nuits, dit Elena. C'était le cas, dit Lucien. Tu as tout accéléré. Elena s'appuya contre la porte, essayant de mesurer la portée de ce qu'elle avait fait. Elle avait agi par instinct, par besoin de réunir un père et son fils, et ce faisant, elle avait déclenché exactement ce que voulait Isabelle. « Je suis désolée, dit-elle. « Ne le sois pas, dit Lucien. Tu as fait ce qui était juste. Le coup ne change rien à cela. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda Elena. Maintenant, je me prépare, dit Lucien. Et tu décides si tu es prête à témoigner demain au lieu de dans 3 jours. Si c'est le cas, j'enverrai une voiture à 7 heures. Si ce n'est pas le cas, je comprendrai. Il se dirigea vers la porte et Elena s'écarta. Lucien s'arrêta, la main sur la poignée. Merci, dit-il, de lui avoir chanté, de m'avoir amené à lui, de l'avoir vu comme plus qu'un patient. Elena hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Lucien partit. Elle resta un long moment dans la salle de consultation vide, puis retourna dans la chambre de Gabrielle. Il dormait, son visage paisible, sa respiration régulière. Les moniteurs bipaient leur rythme. À travers la fenêtre, les lumières de la ville commençaient à briller contre le ciel qui s'assombrissait. Elena tira une chaise et s'assit à côté de son lit, le regardant dormir, et pensa à demain soir, au conseil, au sourire d'Isabelle et aux photographies de l'école de sa nièce, aux mains de Lucien tremblant alors qu'il tenait son fils. Elle avait déjà décidé. Elle avait décidé au moment où Gabrielle avait demandé son père, peut-être même avant cela, dans le salon, quand Lucien s'était brûlé pour prouver qu'il disait la vérité. Demain soir, elle témoignerait. Demain soir, elle entrerait dans ce qui l'attendait dans cette salle du conseil. Mais ce soir, elle s'assit avec Gabrielle et fredonna l'une des vieilles chansons, douces et basses, et le laissa dormir sous sa protection une dernière fois. On a dit à Elena de ne pas retourner à Sainte-Catherine jusqu'à nouvel ordre. L'appel est arrivé à 11 heures du matin, 2 heures après le début prévu de son service, délivré par la directrice des soins infirmiers d'une voix professionnellement neutre et personnellement désolée. Congé administratif, en attendant une enquête sur les protocoles de soins aux patients en unité de soins intensifs. La directrice n'a pas voulu dire qui avait déposé la plainte,
n'a pas précisé quel protocole aurait été violé, n'a pas donné de calendrier pour la résolution. Elena est restée assise sur son canapé, le téléphone toujours à la main, pendant 20 minutes après la fin de l'appel, fixant le mur, son esprit parcourant les implications. Elle travaillait à Sainte-Catherine depuis 8 ans. Elle n'avait jamais eu de plainte, jamais de mesures disciplinaires, n'avait jamais été autre chose que compétente et prudente. Il ne s'agissait pas de son travail d'infirmière. Il s'agissait de Gabrielle. Il s'agissait de Lucien. C'était Thornhill qui s'immisçait dans sa vie et tirait les ficelles jusqu'à ce que quelque chose se dénoue. Elle appela le numéro de Lucien. Il répondit à la première sonnerie et elle lui raconta ce qui s'était passé. Il y eut une pause, puis sa voix se fit entendre, stable et contrôlée. « Retrouve-moi au parc Patterson dans 1 heure. L'entrée sud, près de la fontaine. C'est un terrain neutre. » Elena raccrocha, enfila un jean et une veste et quitta son appartement. La berline noire était de nouveau garée de l'autre côté de la rue, au même endroit que la veille, vitres teintées. Elle passa devant sans regarder et conduisit jusqu'au parc, arrivant 10 minutes en avance. Le ciel était couvert, le genre de gris qui promettait la pluie sans s'y être encore engagé. Le parc était à moitié vide, quelques joggeurs sur les sentiers, une femme lançant une balle de tennis à un retriever, des gens normaux faisant des choses normales. Elena trouva la fontaine, une structure en béton qui ne fonctionnait pas si tard dans la saison, et s'assit sur le rebord. Lucien apparut à midi pile, sortant de la lisière des arbres, son manteau boutonné contre le vent. Il s'assit à côté d'elle, pas trop près, sa posture formelle même sur un banc de parc. « Je suis désolé, dit-il, pour ton travail, pour la pression qu'ils te mettent. » Elena secoua la tête. « Parle-moi de l'audience. Que se passe-t-il demain soir? » Lucien regarda le parc, ses yeux suivant les mouvements avec le genre de conscience qui ne semblait pas humaine une fois qu'on savait comment l'observer. « 3 juges de maison neutre, dit-il, aucun n'ayant d'intérêt territorial sur la côte Est ou le Midwest. Ils entendront les témoignages des 2 parties sous le serment de sincérité. C'est une magie contraignante, plus ancienne que le pacte. Si un vampire ment sous son emprise, la douleur est immédiate et évidente. Si un humain ment, l'inconscience suit en quelques secondes. Le conseil le respecte car il ne peut être falsifié. « Que va plaider Thornhill ?» demanda Elena. « Que j'ai violé le pacte en t'utilisant pour contourner la règle de l'invitation, » dit Lucien. « Que tes chansons étaient mon idée, que je t'ai coachée ou contrainte, que tu es mon agent plutôt qu'une partie neutre. Que le réveil de Gabrielle a été orchestré, pas organique. Ils essaieront de prouver que je t'ai manipulé depuis le début, et je dois témoigner que j'ai agi de manière indépendante, dit Elena. Que j'ai chanté parce que je le voulais, que je t'ai invité parce que Gabrielle l'a demandé, que rien de tout cela n'était de la coercition. Oui, dit Lucien, mais il y a un problème. Il sortit un document plié de son manteau, un vieux papier protégé dans une pochette en plastique. Elena le prit et reconnut immédiatement l'écriture de sa grand-mère, l'écriture européenne soignée, le français mêlé de phrases occitanes. « Où as-tu eu ça? » demanda-t-elle, la voix tendue. « Les avocats de Thornhill l'ont livré à ma résidence ce matin, » dit Lucien. « Ils ont trouvé les journaux de ta grand-mère, plusieurs volumes, apparemment, actuellement en possession d'un cousin éloigné à Toulouse. Ces pages sont des photocopies, mais elles suffisent. » Elena lut le texte visible, ses yeux s'arrêtant sur des mots dont elle se souvenait à moitié. Champ de protection, médiateur de lignée, les anciens accords entre les vivants et les morts. Elle leva les yeux vers Lucien. « J'ai trouvé ces journaux quand j'avais 14 ans, dit-elle, après la mort de ma grand-mère. Je ne pouvais pas lire la plupart des textes. La langue était trop archaïque, les références trop obscures. Je pensais que c'était juste des histoires de famille, du folklore. Je ne les ai pas comprises. »« Crois-tu cela? » dit Lucien. « Oui, je le crois, dit Elena. Mais le conseil le croira-t-il? » La mâchoire de Lucien se contracta.
Thornhill soutiendra que tu savais exactement ce que tu faisais, que tu es venu à Sainte-Catherine spécifiquement parce que Gabriel y était, que tu as chanté les chansons intentionnellement, que les 6 mois entiers étaient une longue manipulation conçue pour me donner accès. Ils te dépeindront comme ma complice. Peuvent-ils le prouver? Demanda Helena. Ils n'ont pas à le prouver, dit Lucien. Ils doivent juste créer un doute raisonnable sur ton indépendance. Si les juges croient que tu aurais pu agir en mon nom, même inconsciemment, ton témoignage devient irrecevable et la décision par défaut sera une garde contestée. Thornhill gagne. Helena plia le document et le lui rendit. Alors, que faisons-nous? Lucien plongea la main dans son autre poche et en sortit une chaîne en argent avec un petit pendentif en forme de fiole, le verre pas plus grand que son ongle, rempli d'une poudre grise. Cendre de sorbier, dit-il, un contresort traditionnel à la magie de contrainte. Si Isabelle essaie de t'influencer pendant ton témoignage, la cendre brûlera et brisera l'effet. Cela ne prouvera pas qu'elle a utilisé la magie, mais ça perturbera son contrôle assez longtemps pour que tu puisses parler librement. Porte-le sous ta chemise demain. Helena prit la chaîne, sentant son poids, le métal froid contre sa paume. Ça ne me protégera pas du conseil, dit-elle. Ça ne me protégera pas de Thornhill. Lucien la regarda dans les yeux. Non, dit-il, ça ne le fera pas. C'est juste une promesse que tu n'es pas seule dans cette pièce. Helena passa la chaîne autour de son cou et glissa la fiole sous sa chemise. Ils restèrent assis en silence un moment, regardant la femme au retriever lancer la balle encore et encore. « Qu'arrive-t-il si le conseil se prononce contre toi? » demanda Helena. « Je serai exilé, » dit Lucien, dépouillé de mon autorité territoriale. Gabriel sera placé sous la garde de Thornhill et je n'aurai aucun statut légal pour contester cela. Et toi, dit Helena, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Lucien la regarda, quelque chose d'illisible dans son expression. Je survivrai, dit-il. J'ai survécu à pire. Ce n'est pas une réponse, dit Helena. C'est la seule que j'ai, dit Lucien. Il se leva, boutonna son manteau. La voiture viendra te chercher à 7 heures demain. L'audience est à 8 heures. Habille-toi de manière formelle si tu peux. Le conseil respecte la cérémonie. Il s'éloigna, retournant vers la lisière des arbres, et Helena resta assise sur le rebord de la fontaine jusqu'à ce que le froid s'infiltre à travers son jean et qu'elle ne sente plus ses doigts. Puis elle rentra chez elle. La berline noire la suivit. Quand elle arriva à son appartement, il y avait une enveloppe noire sur son paillasson, scellée à la cire rouge. À l'intérieur se trouvait une convocation formelle, manuscrite en calligraphie, lui ordonnant de comparaître devant le conseil territorial à 8 heures le lendemain soir. L'adresse était au centre-ville, un bâtiment qu'elle ne reconnaissait pas. Helena posa la convocation sur sa table de cuisine à côté des photographies qu'Isabelle avait laissées, à côté des journaux de sa grand-mère qu'elle avait sortis de son débarras la nuit précédente. Elle se fit un café et resta assise à tout regarder, essayant de voir le schéma, essayant de comprendre comment sa vie s'était rétrécie à ce point unique. Son téléphone sonna à 4 heures de l'après-midi, le numéro de sa sœur. Helena répondit et entendit la voix de sa sœur, tendue par une panique contrôlée. « Quelqu'un a envoyé des fleurs à l'école d'Emma, » dit sa sœur. « Des lys blancs. » La carte disait que les enfants devraient être protégés des erreurs de leurs parents. « Helena, qu'est-ce qui se passe, bon sang? » Helena ferma les yeux. « Écoute-moi attentivement, » dit-elle. « Prends Emma et va à un hôtel. N'utilise pas ta carte de crédit. Paye en espèces. Ne me dis pas où tu vas. Pars ce soir et reste-y jusqu'à ce que je t'appelle. » Sa sœur resta silencieuse pendant 3 secondes. Puis, « Tu me fais peur. »« Je sais, » dit Helena. « Je suis désolée. S'il te plaît, fais-le. Fais-moi confiance. » Après une autre pause, sa sœur dit « Tu vas m'expliquer ça? »
Oui, dit Helena, sachant qu'elle ne le pourrait pas, sachant que le fossé entre ce qu'elle savait et ce qu'elle pouvait dire s'élargissait en un gouffre. Je le promets. Elle raccrocha avant que sa sœur ne puisse poser d'autres questions. Elle resta assise à la table jusqu'à ce que la lumière extérieure s'estompe, jusqu'à ce que l'appartement soit sombre, à l'exception de la lueur des lampadaires à travers les stores. Elle ferma les stores, vérifia les serrures de la porte et des fenêtres, vit la berline noire toujours garée de l'autre côté de la rue. À 9 heures, quelqu'un frappa. Helena regarda par le Judas et vit un homme qu'elle ne reconnaissait pas, plus âgé, aux cheveux gris, portant un costume coûteux. Elle ouvrit la porte avec la chaîne de sécurité toujours enclenchée. « Oui, dit-elle. « Je m'appelle Marcus, dit l'homme. Je suis un conseiller de Lucien. Puis-je entrer un instant? Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. » Helena hésita, puis déverrouilla la chaîne. Marcus entra, jeta un coup d'œil à son petit appartement avec l'œil évaluateur de quelqu'un habitué à juger les espaces, et attendit qu'elle ferme la porte. « Je ne perdrai pas de temps en courtoisie, dit Marcus. Vous êtes dans une situation que vous n'avez pas choisie et vous la gérez avec plus de grâce que la plupart des gens. Mais je veux vous offrir des informations que Lucien ne vous donnera pas. » Helena croisa les bras. Quelles informations? Si le conseil se prononce contre Lucien demain, Gabriel sera pris et Lucien sera exilé, dit Marcus. Mais si vous vous rétractez et prétendez que Lucien vous a contrainte, le conseil vous considérera comme une victime plutôt que comme une participante. Ils vous épargneront et ils épargneront Gabriel. Thornhill obtiendra la garde, oui, mais Gabriel sera vivant et protégé, et vous serez libre de retourner à votre vie. « À quel prix? » demanda Helena. « Le trône de Lucien, » dit Marcus. « Son autorité, son statut. Il sera déclaré inapte et démis de ses fonctions. Mais il survivra. Nous survivons toujours. »« Pourquoi me dites-vous cela? » demanda Helena. « Lucien sait-il que vous êtes ici? » « Non, » dit Marcus. « Et il serait furieux s'il le savait. »« Mais vous êtes une humaine prise dans un combat qui a commencé avant votre naissance. Vous ne lui devez pas cela. Vous ne devez pas cela à Gabriel. Je vous offre une porte de sortie. » Helena regarda Marcus, la gentillesse pragmatique sur son visage, l'offre sincère d'évasion. Elle pensa à sa sœur et à sa nièce, dans un hôtel quelque part sous un faux nom. Elle pensa à son travail, à son appartement, à la vie qu'elle avait construite au fil de 8 années de garde de nuit et de compétences prudentes. Elle pensa à la main de Gabriel qui bougeait, à Lucien s'agenouillant près du lit, son sang-froid brisé. « Je suis une infirmière prise dans un combat qui a commencé quand j'ai vu un enfant seul, » dit Helena. « Ce n'est pas la même chose. » Marcus l'étudia un long moment, puis il hocha la tête une fois, un petit mouvement de respect. « Je pensais que vous diriez cela, dit-il, mais je devais demander. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Le serment de sincérité vous fera mal si vous êtes incertaine de quoi que ce soit, dit-il. Soyez sûre de ce que vous savez, soyez sûre de ce que vous avez ressenti. C'est la seule armure que vous aurez. » Helena lui ouvrit la porte. Marcus partit sans un autre mot. Elle verrouilla la porte derrière lui, vérifia la chaîne 2 fois et alla dans sa chambre. Elle sortit la seule robe de soirée qu'elle possédait, noire et simple, appropriée pour les funérailles et apparemment pour les audiences du conseil. Elle l'accrocha à la porte du placard. Puis elle s'allongea sur son lit toute habillée, la fiole de cendre de sorbier fraîche contre son sternum, et fixa le plafond. Elle ne dormit pas. À 7 heures le lendemain soir, une voiture arriva. Helena était prête. La voiture qui vint chercher Helena à 7 heures était une berline noire aux vitres teintées avec un chauffeur qui ne parla pas, se contentant d'ouvrir la portière et d'attendre qu'elle monte à l'arrière. L'intérieur sentait le cuir et quelque chose de légèrement médicinal, peut-être antiseptique, ou le résidu de ce que les vampires utilisaient pour masquer leur présence. Helena s'assit, les mains jointes sur ses genoux,
la fiole de cendre de sorbier cachée sous sa robe, froide contre sa peau. La ville défilait derrière les vitres, les lampadaires se transformant en traînées de lumière blanche et dorée, et elle regardait sans voir, son esprit déjà dans la salle d'audience, répétant des réponses, testant le poids de la vérité. La voiture s'arrêta devant un vieil opéra devant lequel elle était passée 100 fois sans jamais y entrer. L'un de ces monuments de l'âge d'or, avec une façade en calcaire et des fenêtres étroites qui ressemblaient plus à une banque qu'à un théâtre. Le chauffeur lui ouvrit la portière et lui indiqua une entrée latérale, une porte simple sans signalisation, juste une poignée en laiton usé par des décennies de main. Helena sortit dans l'air froid du soir et se dirigea vers la porte. Elle s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Une femme en costume sombre, sans expression, lui fit signe d'entrer et de descendre un escalier qui s'enroulait dans l'obscurité. Les murs étaient proches et l'air se refroidissait à chaque marche, le genre de froid qui n'avait rien à voir avec la météo et tout à voir avec la terre pressant de tous côtés. En bas, un couloir s'étendait, éclairé par des appliques qui vacillaient comme des bougies mais brûlaient trop régulièrement pour être une flamme. La femme la conduisit à une double porte au bout, la poussa et s'écarta. La salle d'audience était plus petite qu'Helena ne l'avait imaginée, peut-être 9 mètres de large, avec un plafond voûté perdu dans l'ombre. 3 juges siégeaient à une table surélevée qui forçait tout le monde à lever les yeux, leurs visages illuminés par des lustres qui jetaient une faible lumière dorée et laissaient les coins de la pièce dans l'obscurité. L'endroit sentait la poussière, le bois ancien et quelque chose en dessous, quelque chose de minéral et de froid. Lucien se tenait à gauche, seul, les mains derrière le dos, sa posture si rigide qu'il semblait sculpté dans la pierre. Isabelle Thornhill se tenait à droite, flanquée de 2 hommes, tous 2 grands et sans expression, leurs yeux suivant l'entrée d'Helena avec une concentration de prédateurs. Il y avait des chaises disposées en rangées derrière une barrière basse, peut-être une douzaine de personnes dispersées parmi elles, toutes des vampires, observant avec le genre d'immobilité qui signifiait qu'ils ne respiraient pas. Helena se dirigea vers le centre de la pièce, où une seule chaise faisait face à la table des juges. Elle s'assit, sentant le poids de l'attention comme une pression sur sa peau. Le juge du milieu était un homme, d'âge moyen en apparence, son visage neutre et clinique. La juge de gauche était une femme plus âgée aux cheveux argentés, tirés en un chignon sévère, ses yeux vifs et évaluateurs. Le juge de droite était plus jeune, peut-être 30 ans en apparence, son expression penchant vers l'ennui. Le juge du milieu parla le premier, sa voix portant facilement dans l'acoustique de la pièce. Ceci est une audience de garde territoriale en vertu du pacte de divulgation et de la charte des droits de lignée. L'affaire qui nous occupe concerne Gabrielle Beaumont, âgée de 7 ans, née vampire de mère humaine, Claire Beaumont, décédée, et de père vampire, Lucien Beaumont, présent. La Cour de Thornhill a déposé une demande de garde contestée basée sur une violation présumée du pacte et un accord de garde antérieur. Nous entendrons les témoignages sous le serment de sincérité. Toutes les parties sont liées par cette procédure. Il fit un geste vers Isabelle. La Cour de Thornhill présentera en premier. Isabelle s'avança, sa posture élégante et contrôlée, sa voix mesurée et claire. Merci, vos honneurs. Les faits de cette affaire sont simples. Lucien Beaumont a violé le pacte de divulgation en utilisant un agent humain pour contourner les exigences d'invitation, obtenant ainsi l'accès à son fils par des moyens manipulés. L'agent en question est Helena Marsh, une infirmière au Centre médical Sainte Catherine, qui s'est engagée dans une campagne de 6 mois de rituels de protection conçus pour lier la présence de Lucien à son fils à travers des barrières qu'il ne pouvait légalement franchir. Nous démontrerons que Mademoiselle Marsh a agi en pleine connaissance et intention, que l'histoire documentée de sa grand-mère en tant que médiatrice de lignée prouve qu'elle comprenait la nature des chansons qu'elle chantait, et que Lucien a coordonné cet effort
par des canaux indirects qui n'ont laissé aucune trace de communication directe, mais ont atteint le résultat souhaité. Isabelle fit un geste, et l'un de ses hommes plaça une tablette sur la table des juges, son écran montrant les images de sécurité de l'hôpital. Les juges se penchèrent, regardant Lucien s'agenouiller à côté du lit de Gabriel, regardant la fenêtre derrière eux refléter tout sauf sa silhouette. Ces images ont été capturées la nuit où Lucien est entré dans l'unité de soins intensifs, dit Isabelle. Notez l'absence de reflets. Notez la distorsion temporelle des lumières du plafond. Notez la reconnaissance et la réponse immédiate de l'enfant, indiquant une conscience préalable de la nature de son père. Ce n'était pas une réunion spontanée, c'était l'aboutissement d'une opération planifiée. Elle continua pendant 20 minutes, présentant une analyse linguistique des chansons occitanes, des photocopies des journaux de la grand-mère d'Elena, le témoignage de l'administrateur de l'hôpital, qui affirmait qu'Elena avait spécifiquement demandé le cas de Gabriel et avait montré un attachement inhabituel à un patient avec lequel elle n'avait aucune relation antérieure. La voix de l'administrateur provenait d'un enregistrement, nerveuse et répétée, lisant clairement un script. Elena s'assit et écouta, sentant la toile des implications se resserrer. Chaque preuve sélectionnée et arrangée pour créer un récit qui n'était pas tout à fait faux, mais pas tout à fait vrai non plus. Quand Isabelle eut terminé, le juge du milieu hocha la tête et se tourna vers Lucien. « Monsieur Beaumont, votre réponse. » Lucien s'avança. Sa voix stable et formelle. Elena Marsh a agi de manière indépendante. Son choix de chanter était instinctif, basé sur sa formation et sa compassion en tant que professionnelle de la santé. Aucune communication n'a eu lieu entre nous jusqu'à la nuit où Gabriel a commencé à se réveiller. J'ai les registres de surveillance du parking de l'hôpital, des entrées horodatées montrant ma présence, mais jamais mon entrée dans le bâtiment. Jamais de contact avec Mademoiselle Marsh ou tout autre membre du personnel de l'hôpital. Les chansons étaient des rituels de protection, oui, mais Mademoiselle Marsh ne les a pas jetées avec intention. Elle les a jetées avec soin pour un enfant qui était seul. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la pitié. Il plaça un dossier sur la table des juges. Les registres à l'intérieur montraient des mois de données, des horodatages de véhicules, des relevés météorologiques, un compte rendu méticuleux de sa vigile. Le juge neutre les examina sans expression. La femme plus âgée, Céleste, regarda Lucien avec quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Le juge plus jeune bâilla. Isabelle sourit légèrement, comme si Lucien avait dit exactement ce à quoi elle s'attendait. Nous allons maintenant entendre le témoignage de Mademoiselle Marsh sous le serment de sincérité, dit le juge du milieu. Elena se leva. Le juge plus jeune descendit de la table surélevée, portant un diadème d'argent, délicat et froid, sa surface intérieure gravée de symboles qu'Elena ne reconnut pas. Il le plaça sur sa tête, et le métal mordit ses tempes, serré et envahissant, et soudain la pièce devint plus nette. Les couleurs devinrent trop vives, les sons trop distincts. Elle pouvait entendre le bruissement des pages, alors que le juge du milieu tournait les documents, pouvait sentir la poussière dans les coins et la faible odeur de cuivre qui s'accrochait à Isabelle. Son propre rythme cardiaque était trop fort. Le diadème était froid et devenait de plus en plus froid. « Vous répondrez sincèrement, » dit le juge du milieu. « Tout écart de la vérité sera évident pour toutes les personnes présentes. Comprenez-vous? » « Oui, » dit Elena, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. Isabelle s'avança. « Lucien Beaumont vous a-t-il fourni les chansons de protection que vous avez chantées à Gabriel? » « Non, » dit Elena. Le diadème resta froid. « Saviez-vous que Gabriel était né vampire quand vous avez commencé à chanter pour lui? » Elena hésita. Le diadème se réchauffa légèrement contre sa peau, un avertissement. « Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas, » dit-elle prudemment. Son cas était inhabituel. Pas de famille, des paiements anonymes, pas de visiteurs.
Je ne savais pas ce qu'il était, mais je savais qu'il n'était pas un patient standard. Le diadème se refroidit de nouveau, acceptant la vérité incomplète. Les yeux d'Isabelle se plissèrent. Avez-vous continué à chanter parce que vous vouliez aider Lucien Beaumont à récupérer son fils? Helena croisa le regard de Lucien à travers la pièce. Son visage était illisible, sa posture figée, mais elle vit la tension dans ses épaules, la peur à peine contenue. Elle se tourna de nouveau vers Isabelle. « J'ai continué à chanter parce que Gabriel était seul, dit Helena. Et aucun enfant ne devrait se réveiller seul. Le diadème devint froid comme de la glace, vérité absolue. » L'expression d'Isabelle vacilla. Juste une seconde, la frustration perçant à travers son sang-froid. Puis, elle sourit de nouveau. « Votre compassion est admirable, mademoiselle Marsh. Mais nous ne sommes pas ici pour juger votre cœur. Nous sommes ici pour déterminer la garde. Et sur ce point, la loi est claire. » Elle fit un geste, et l'un de ses hommes apporta un dossier en cuir, l'ouvrit sur la table des juges. À l'intérieur se trouvait un contrat, du vieux papier, des signatures manuscrites, datées et notariées. Ceci est un accord de transfert de garde signé par Claire Beaumont 3 jours avant la naissance de Gabriel. Elle y cède tous ses droits parentaux à la cour de Thornhill en échange de soins médicaux avancés pendant une grossesse compliquée. En vertu de la loi des vampires, le consentement écrit d'un parent l'emporte sur les droits paternels si le père n'était pas présent lors de la signature et n'avait aucune connaissance de l'accord. Lucien Beaumont n'était pas présent. Il ne le savait pas. Ce contrat est juridiquement contraignant. La pièce devint silencieuse. Helena regarda le visage de Lucien et vit quelque chose se briser derrière ses yeux, un mélange de chagrin, de choc et d'incrédulité. Ses mains se décontractèrent lentement, comme s'il avait oublié qu'elles étaient des poings. « Ce n'est pas possible, » dit-il, sa voix à peine audible. Claire n'aurait jamais... Céleste se pencha en avant, sa voix douce mais ferme. « Monsieur Beaumont, contestez-vous la validité de ce contrat? » Lucien fixa le document, puis Isabelle. « Je n'ai jamais vu ça auparavant. Claire ne l'a jamais mentionné. Elle n'aurait pas signé ça sans me le dire. » Le sourire d'Isabelle s'élargit. Peut-être qu'elle ne vous faisait pas confiance pour la décision. Peut-être qu'elle savait que vous refuseriez l'aide dont elle avait besoin. Quoi qu'il en soit, le contrat existe. La signature a été vérifiée par 3 analystes indépendants. Le sceau du notaire est authentique. Gabriel Beaumont est légalement un pupille de la cour de Thornhill. Le juge du milieu commença à rassembler des papiers, son expression suggérant que l'affaire était réglée. Le juge plus jeune avait l'air soulagé. Céleste fixait le contrat, le visage troublé. Helena se leva, le diadème toujours froid sur ses tempes, son esprit tournant à toute vitesse. Elle regarda le contrat de l'autre côté de la pièce, la signature, la date. « Attendez, » dit-elle. Les juges s'arrêtèrent. Isabelle se tourna, son expression soigneusement neutre. « Mademoiselle Marsh, » dit le juge du milieu, « vous n'êtes pas avocate et ceci n'est pas un contre-interrogatoire. Vous avez donné votre témoignage. Veuillez vous asseoir. » Cette signature est datée de 3 jours avant que la mère de Gabriel ne soit admise à l'hôpital, dit Helena, sa voix perçant à travers la formalité. Mais les registres de l'hôpital montrent qu'elle était déjà dans un état critique à ce moment-là. Pré-éclampsie, insuffisance rénale, alité sur ordre du médecin. Elle n'aurait pas pu voyager. Elle n'aurait pas pu tenir un stylo assez longtemps pour signer un document légal. Le sang-froid d'Isabelle se fissura légèrement. Mademoiselle Beaumont est venue à notre domaine en privé pour la signature. Nous avons du personnel médical qui peut attester de son état à ce moment-là. « Alors produisez-les, » dit Helena. « Produisez les registres de voyage. Produisez les reçus de péage, les images de sécurité, tout ce qui prouve qu'elle a quitté l'hôpital, est allée à votre domaine, a signé ce contrat,
puis est retourné à 50 kilomètres de là pour mourir sans que personne ne le remarque. Céleste se redressa sur sa chaise, ses yeux vifs. Mademoiselle Thornhill, ce sont des questions raisonnables. Isabelle regarda la juge plus âgée, puis se tourna vers Helena. Claire Beaumont était une personne privée. Elle a demandé la discrétion. Nous l'avons respectée. Donc, il n'y a pas de registre, dit Helena. Pas de témoin, aucune preuve qu'elle ait jamais été à votre domaine. Juste un contrat commodément notarié qui apparaît 3 jours avant sa mort, vous donnant la garde du seul enfant qui pourrait changer le pouvoir territorial pour le siècle à venir. Le visage d'Isabelle devint froid et dur. Vous êtes une infirmière, mademoiselle Marsh. Vous comprenez sûrement l'importance du consentement et de la documentation. Je comprends l'importance des documents falsifiés quand j'en vois, dit Helena. Cette signature a été faite par quelqu'un qui ne pouvait pas tenir un stylo. Le juge du milieu regarda Isabelle, puis le contrat. Mademoiselle Thornhill, pouvez-vous fournir des preuves corroborant l'événement de la signature? Isabelle resta silencieuse pendant 3 secondes, la mâchoire serrée, puis elle dit « Nous aurons besoin de temps pour rassembler des dossiers supplémentaires. » Céleste se pencha en arrière sur sa chaise, sa voix portant du poids. Vous affirmez que la mère s'est rendue à votre domaine alors qu'elle était dans un état critique, a signé un contrat, puis est retournée à un hôpital à 50 kilomètres de là pour mourir. Tout cela sans laisser un seul registre, reçu de péage ou témoin. Je trouve cela invraisemblable. Le juge du milieu mit le contrat de côté. Nous allons suspendre l'audience pour enquêter sur l'authenticité et les circonstances de ce document. Jusqu'à ce que notre enquête soit terminée, la garde temporaire de Gabrielle Beaumont est accordée à Lucien Beaumont sous conditions supervisées. Cette audience est ajournée. Il frappa un petit marteau contre la table et le son résonna dans l'espace voûté. Isabelle se tourna et sortit sans regarder Helena, ses hommes la suivant. Les autres vampires dans l'assistance se dispersèrent silencieusement, s'écoulant vers les portes comme des ombres. Céleste descendit de la table surélevée et s'approcha d'Helena. Le juge plus jeune retira le diadème de sa tête et le monde redevint normal, les couleurs s'estompant, les sons se retirant. Helena vacilla légèrement et Céleste lui attrapa le coude. « Tenez-vous bien, » dit la femme plus âgée doucement. « Le serment est éprouvant. Merci pour votre courage. » Elle relâcha le bras d'Helena et partit. Lucien se tenait seul au centre de la pièce, fixant la table des juges où le contrat reposait encore. Helena se dirigea vers lui. « Tu l'as sauvée, » dit doucement Lucien, sans la regarder. « Encore. »« Ce n'est pas fini, » dit Helena. « L'enquête prendra du temps. Isabelle a d'autres cartes à jouer. »« Je sais, » dit Lucien. « Mais pour l'instant, Gabrielle est à moi. C'est suffisant. » Il se tourna enfin vers elle. Ses yeux assombris par l'épuisement et quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à un mélange de gratitude et de chagrin. « Viens avec moi, » dit-il. « Je t'emmène le voir. » Ils sortirent par une autre porte, montant un autre escalier dans la nuit froide, et Helena le suivit dans ce qui allait suivre, sachant qu'elle avait franchi un autre seuil, sachant qu'elle n'était plus un témoin, mais une joueuse dans une guerre qui ne se terminerait pas avec une audience, un contrat, un moment de vérité.